Attaquons la partie 2.3 où nous allons définir ce que sont la réunion, l'intersection et le complémentaire de deux ensembles. Lorsque nous prenons deux ensembles A et B, nous pouvons d'abord définir leur union ou leur réunion, qui se note A, qui se dit A union B et qui se note A avec une sorte de U, suivi de B. C'est l'ensemble qui est caractérisé de la manière suivante par des quantificateurs. Pour tout x, donc quel que soit l'objet x appartient à l'ensemble A union B si et seulement si x est dans A ou x est dans B. Donc les éléments de A union B sont exactement ceux qui sont dans A ou dans B. Ils peuvent être dans les deux à la fois, cela ne pose pas de problème, mais ils sont forcément dans l'un ou dans l'autre. Nous allons souvent faire des dessins de cette forme-là pour représenter la réunion. Donc si nous représentons A et B par des cercles, par exemple voici A, et si en bleu je trace B, des cercles ou des patates, peu importe, donc voici en bleu le point B, et en rouge, l'ensemble B, et en rouge l'ensemble A. La réunion, ce sont tous les points qui sont soit dans A, soit dans B, c'est donc toute la partie que je peux hachurer ici en vert, donc tous les éléments qui sont dans A, mais aussi tous ceux qui sont dans B. Donc en vert ici, toute la partie verte, c'est la réunion A union B. De la même manière, nous pouvons définir l'intersection de A et B, qui est notée A avec le même symbole que la réunion mais à l'envers, et qui se lie à inter B, et qui est l'ensemble caractérisé par, pour tout x est dans A inter B si et seulement si x est dans A et dans B. Donc A inter B est l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Alors il faut bien noter que nous avons ici un OU pour définir la réunion et un ET pour définir l'intersection. Là encore, nous pouvons tracer un dessin avec des patates. Si je prends deux ensembles A et B, donc avec toujours A en rouge et B en bleu, l'intersection des deux, c'est l'ensemble des points qui sont à la fois dans A et dans B. Donc si je hachure cet ensemble-là, c'est cette partie. Nous pouvons donner quelques exemples tout simples. Donc si A est l'intervalle 0,4, ouvert à gauche et fermé à droite, et que B est l'intervalle 1, 5, fermé des deux côtés, alors la réunion des deux, c'est l'intervalle 0,5, ouvert à gauche, fermé à droite, et l'intersection des deux, A inter B, c'est l'intervalle 1, 4, fermé des deux côtés. Autre exemple avec des ensembles qui ne vont pas être des intervalles, si grand A est l'ensemble qui contient les entiers 1, 2, 4 et 5, et grand B est l'ensemble qui contient les entiers 1, 3, 5 et 7, alors la réunion des deux contient donc tous les éléments qui sont dans A ou dans B, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 7, et l'intersection ne contient que les éléments qui sont dans les deux, ici nous n'avons que 1 et 5. Passons maintenant en revue quelques propriétés immédiates de l'intersection et de la réunion. Si nous prenons trois ensembles ABC, premièrement, nous pouvons dire que ces deux opérations de réunion et d'intersection sont associatives. Si nous faisons la réunion ou l'intersection globalement des trois ensembles ABC, nous pouvons calculer cet ensemble dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire que nous pouvons commencer par calculer d'abord A union B, et ensuite avec cet ensemble, nous faisons la réunion avec C. Nous pouvons aussi commencer par calculer la réunion de B union C, et ensuite celle de A et de l'ensemble que nous venons d'obtenir. Visuellement, cela se traduit par le fait que nous pouvons placer les parenthèses comme nous voulons, nous obtiendrons toujours le même résultat. C'est pourquoi le parenthésage est inutile, et en général, ces deux ensembles qui sont égaux, nous allons les écrire A union B union C, sans parenthèse. Si cette opération n'était pas associative, le dernier ensemble écrit en bleu, A union B union C, n'aurait pas de sens. Puisque, en faisant les deux opérations suivant le parenthésage, si nous n'obtenons pas la même chose, eh bien nous ne pouvons pas noter ces deux ensembles différents, avec une notation identique. Pour l'intersection, c'est la même chose. Le parenthésage, nous le plaçons où nous voulons, nous obtenons toujours le même ensemble, qui peut donc être noté A inter B inter C, sans parenthèse.
Je ne démontrerai pas ici ce premier point, qui est élémentaire. Je ne démontrerai pas non plus les points suivants dans cette proposition. Je vous laisse les chercher chez vous. Si vous n'y arrivez pas, eh bien nous pourrons toujours regarder cela en classe. Deuxième point, ces deux opérations sont commutatives. A union B est égal à B union A, et A inter B est égal à B inter A. Troisième point, l'intersection de A et de B est toujours incluse dans A et dans B. Et la réunion de A union B contient toujours A et B. Et dernier point, si A est inclus dans B, alors nous pouvons, de part et d'autre de cette relation d'inclusion, effectuer la même opération d'intersection ou de réunion avec C. C'est-à-dire que A union C est inclus dans B union C, et A inter C est inclus dans B inter C. Les deux derniers points vont être utilisés très très souvent. Vous pouvez les utiliser directement, même s'il faut savoir les démontrer, mais nous les rencontrerons vraiment très souvent. Autre point ensuite sur l'écriture, vous voyez que la lettre C peut être confondue avec le symbole d'inclusion, donc je vous encourage à un petit peu exagérer votre écriture. N'hésitez pas à écrire C très allongé vers le haut, et votre symbole d'inclusion très à plat. N'hésitez pas non plus à représenter ces différentes propositions graphiquement. Par exemple, pour la première proposition, si nous traçons trois ensembles ABC, si je regarde l'intersection, alors par exemple, je note C en bleu, B en vert et A en rouge. Si je commence par regarder l'intersection de A et de B, j'obtiens toute cette partie-là. Et si maintenant cette partie rose, j'en prends son intersection avec C, eh bien j'obtiens cette partie orange ici. Si je commence par prendre l'intersection de A, de B et de C par exemple, eh bien j'obtiens la partie grise, et si cette partie grise je prends son intersection avec A, j'obtiens également la partie orange. Donc dans le cas de l'intersection, graphiquement, il est assez clair que l'ordre dans lequel nous faisons les opérations n'a pas d'importance. Pour le quatrième point, si je prends un ensemble A qui est inclus dans un ensemble B, alors quand je vais prendre l'intersection avec un ensemble C, A inter C, c'est cette partie orange, et B inter C, c'est toute la partie rose, et nous voyons bien que la partie orange est en effet incluse dans la partie rose. Donc pour que les choses soient claires, un dessin ne peut jamais remplacer une démonstration. Donc sur une copie, dans un devoir, si on vous demande de démontrer certaines inclusions ou certains résultats sur des ensembles, vous pouvez toujours faire un dessin, s'il est propre et clair, vous ne serez pas pénalisé, mais il doit de toute façon y avoir une démonstration rigoureuse en plus de ce dessin. Démonstration en revenant aux définitions, en utilisant les propositions, etc., mais pas uniquement en faisant un dessin. Par contre, au brouillon, je vous encourage à faire le plus possible des dessins, cela permet de mieux voir les choses, et cela peut vous aider ensuite à aborder la démonstration rigoureuse écrite. Nous abordons ensuite une petite définition rapide, mais c'est du vocabulaire que nous rencontrerons souvent. On dit que deux ensembles sont disjoints si leur intersection est vide. Alors attention, distinct et disjoint, ça n'est pas la même chose. Par exemple, l'ensemble 1-2 est différent de l'ensemble 2-3, mais ils ne sont pas disjoints, parce que si je prends leur intersection, eh bien j'obtiens le singleton 2, qui n'est pas vide. Donc dire que deux ensembles sont distincts ou deux ensembles sont disjoints, ça n'est pas la même chose. Nous pouvons aussi, comme toujours, dessiner quelques patates. Ces deux ensembles sont distincts, puisque par exemple dans le premier ensemble, nous avons un élément ici qui n'est pas dans l'ensemble rouge. Donc les éléments de l'ensemble vert ne sont pas les mêmes que ceux de l'ensemble rouge. Donc ces deux ensembles ne sont pas les mêmes. Et pourtant, si j'ai bien un élément ici, eh bien l'intersection des deux ensembles n'est pas vide. Alors nous pouvons aussi nous demander comment écrire que deux ensembles sont disjoints ou distincts avec des quantificateurs. Donc dire que deux ensembles sont distincts, c'est avoir le contraire de, alors je vais les appeler A et B, ces ensembles, c'est avoir le contraire de A égale B, c'est-à-dire avoir le contraire de la double inclusion. Pour tout x dans A, x est dans B. Alors je préfère d'ailleurs l'écrire avec une équivalence. Pour tout x est dans A implique x est dans B, et x est dans B implique x est dans A. Donc si nous prenons la négation de cette phrase, nous obtenons « Il existe
un objet X, tel que X est dans A et X n'est pas dans B, ou X est dans B et X n'est pas dans A. Ça, c'est l'écriture quantifiée de deux ensembles distincts. Dire que deux ensembles sont maintenant disjoints, c'est dire que nous n'avons pas l'intersection est vide, c'est-à-dire que nous n'avons pas, il existe un élément X qui est dans A et dans B. Donc la phrase « il existe un X tel que X est dans A et dans B » signifie exactement que l'intersection n'est pas vide. Nous n'avons pas cela. Donc quand nous prenons la négation, nous obtenons pour tout X, X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B. Donc vous voyez que ça n'est pas du tout la même phrase que pour deux ensembles distincts. Les définitions précédentes de réunion et d'intersection, nous les avons pour l'instant données avec uniquement deux ensembles, et nous avons commencé déjà à parler de ces réunions et intersections avec trois ensembles. Mais nous pouvons aller encore plus loin et définir l'intersection et la réunion pour un nombre quelconque d'ensembles, c'est-à-dire pour des familles d'ensembles. Il y a deux manières possibles de manipuler une infinité d'ensembles. Première écriture possible, si nous prenons grand E un ensemble, alors dans notre esprit, grand E, ces éléments seront eux-mêmes des ensembles. Nous allons en voir un exemple après. Si nous faisons la réunion de tous les éléments de grand E, alors nous obtenons un ensemble qui est noté réunion de grand X quand grand X parcourt grand E. Donc c'est une notation qui est très proche de l'utilisation du symbole somme, du symbole sigma. Et cette réunion est caractérisée de la manière suivante, quel que soit l'élément petit x sera dans la réunion de tous les grands X, si et seulement si il est dans au moins un des grands X, c'est-à-dire si et seulement si il existe un grand X dans E, tel que petit x est dans grand X. Nous pouvons aussi définir l'intersection de tous les ensembles de grand E, de tous les éléments de grand E, mais qui vont être des ensembles. Donc quel que soit l'élément petit x est dans l'intersection de tous les grands X, si et seulement si il se trouve dans tous ces éléments grand X. Donc si et seulement si pour tout grand X dans E, petit x appartient à grand X. Alors, je pense que vous allez trouver ces manipulations un peu compliquées au début, car il va y avoir beaucoup d'éléments, et il faut toujours être très clair sur quelle est la nature de chaque élément, et chaque élément dans quel ensemble est-il. Donc, nous allons essayer déjà de donner un exemple pour que les choses soient plus claires. Le premier exemple plutôt simple, grand E est un ensemble à 4 éléments, et les 4 éléments de grand E sont eux-mêmes des ensembles. Donc, je pense que sans souci, vous allez me dire que la réunion de tous les éléments de E, alors qui va se noter comme ça, la réunion pour tous les X la réunion de tous les X quand X parcourt E, eh bien c'est tout simplement ici C étoile, réunion R+, union Z, union Q. Donc comme R+, Z et Q sont tous inclus dans C, tous les réels, rationnels et entiers sont des complexes, eh bien, déjà, la réunion de tout ceci est inclus dans C. Et comme nous faisons encore la réunion avec tous les complexes, eh bien, nous obtenons C en entier. Alors, le seul problème, c'est 0, parce qu'ici, nous avons C étoile. Donc, il se trouve que 0 appartient à Z, donc 0 appartient aussi à cette réunion. Alors, comment le démontrer si ça n'est pas clair pour vous ? Eh bien, nous voyons que nous pouvons raisonner par double inclusion. Un élément qui est dans C étoile ou dans R+, ou dans Z, ou dans Q, est toujours dans C. Donc il est clair que l'ensemble du haut, ici, est inclus dans C. Mais inversement, si je prends un élément de C, si cet élément, c'est 0, eh bien, il est dans Z. Donc je vérifie bien la définition à gauche. 0 appartient à l'un de ces 4 ensembles, donc il est dans la réunion. Si je prends n'importe quel complexe non nul, eh bien, il est dans C étoile. Donc là encore, la définition est bien vérifiée, donc j'ai aussi cette inclusion. J'ai donc bien une égalité. Si nous nous penchons sur l'intersection, il faut chercher les éléments qui sont dans les 4 éléments de E, c'est-à-dire C étoile, inter R+, inter Z, inter Q. Donc nous cherchons tous les éléments qui sont à la fois des complexes non nuls, des réels positifs, des entiers ou des quotients, ou des fractions, des rationnels. Donc nous voyons que ce sont forcément des entiers, puisqu'ils doivent être dans Z, positifs, puisqu'ils sont dans R+, donc nous sommes dans N, et non nuls, puisque ces éléments doivent être dans C étoile. Donc l'intersection ici, c'est N étoile.
Deuxième type d'écriture, plus général et que vous rencontrerez plus souvent que le premier type. Nous prenons grand I un ensemble qui va servir d'ensemble d'indices et nous prenons une famille d'ensembles indicée par grand I. Donc dès que petit I est un élément de grand I, grand A indice petit i est un ensemble. Alors la réunion de tous ces ensembles AI est caractérisée de la manière suivante pour tout x, pour tout x appartient à la réunion si et seulement si x est dans au moins un des grands AI, c'est-à-dire s'il existe un petit i dans grand I tel que x appartient à grand AI. Pour l'intersection pareil, x est dans l'intersection de tous les AI si et seulement si pour tout i appartenant à grand I, petit x appartient à AI. Étudions un exemple. Prenons pour grand I, pour l'ensemble des indices, l'ensemble grand N, ce qui est le cas le plus fréquent, et pour chaque entier petit i, nous définissons l'ensemble grand AI égal à l'intervalle 1i. Donc A0, c'est l'intervalle 1, 0, c'est donc l'ensemble vide. A1, c'est l'intervalle 1, 1, donc c'est le singleton 1. A2, c'est l'intervalle 1, 2, et ainsi de suite. Quelle est la réunion de tous les AI? La réunion de tous ces AI, c'est donc A0, union A1, union A2, union A3, et ainsi de suite. C'est donc l'ensemble de tous les réels qui se trouvent dans au moins un de ces intervalles. Il n'est pas très compliqué de se persuader, ou en tout cas on a l'intuition que cet ensemble est égal à 1 plus infini. Montrons-le. Donc, si nous appelons grand E cette réunion et grand F cet ensemble, pour montrer l'égalité des deux rigoureusement, nous allons utiliser un principe de double inclusion. Donc si nous prenons un élément x dans E, cela signifie par définition qu'il existe un entier petit i dans grand I tel que x appartient à l'intervalle 1i. Or il se trouve que tous ces intervalles 1i sont tous inclus dans f, qui est donc égal à 1 plus infini. Donc x est nécessairement dans f. Donc si x est dans E et que cela implique que x est dans f, nous avons bien montré que E est inclus dans f. Réciproquement, si x est dans f, alors x est un réel supérieur ou égal à 1. Si par exemple nous posons petit i, alors un entier qui est plus grand que x, donc par exemple la partie entière de x plus 1, alors petit i est un entier, et de plus x est strictement plus petit que i. Donc x appartient bien à l'intervalle 1i, qui est égal à ai. Et donc par définition, puisque x est dans l'un des ai, eh bien x appartient à e. Et nous avons montré la double inclusion. Je vous laisse le soin d'étudier par vous-même l'intersection de tous les AI. Nous pourrons en reparler en classe si vous le souhaitez. Il y a également dans le cours que vous avez sous les yeux peut-être en PDF, beaucoup d'exemples de ce style que nous corrigeons en classe. La proposition 238 donne quelques propriétés plutôt immédiates des intersections et des réunions quelconques à partir d'une famille d'ensembles. Si nous prenons donc grand AI une famille d'ensembles indicée par un ensemble grand I et que nous fixons un ensemble grand B, alors, si pour tout i, AI est inclus dans B, eh bien la réunion ainsi que l'intersection de tous les AI sont toutes les deux incluses dans B. Parmi ces deux points, celui que j'entoure ici est particulièrement simple et je n'en détaillerai pas la démonstration. Deuxième point, si à l'inverse B est inclus dans tous les AI, alors de même B est inclus dans toute la réunion des AI et ainsi que l'intersection de tous les AI. Cette fois-ci, c'est ce point-là qui est assez évident, et je ne le détaillerai pas non plus. Et troisième point, l'intersection de tous les AI est toujours comprise dans AJ, où J est un indice fixé, et n'importe quel ensemble de la famille, AJ, est inclus dans la réunion de tous les AI. Donc parmi tous ces points, ceux que j'ai entourés en gris sont très simples, les autres se démontrent un peu toujours de la même manière. Je vais démontrer ce point-là. J'aurai très souvent l'occasion d'insister dessus en classe, mais je le refais encore une fois. Nous avons ici une inclusion à démontrer, et comme très souvent dans toutes les démonstrations qui concernent ce chapitre, il suffit de bien connaître les définitions, de connaître les méthodes classiques et de les appliquer rigoureusement. Donc, je le fais ici, je vous montre comment ça marche. Comme nous avons une inclusion à démontrer, normalement,
c'est automatique, c'est le domaine du réflexe. Nous commençons toujours de la même manière. Nous commençons par prendre un élément dans le petit ensemble. Et notre but, c'est de démontrer que cet élément sera dans le grand ensemble. Si cela est démontré, nous pouvons conclure. Donc, la réunion DAI est inclus dans B. Alors évidemment, entre les deux, il y a tout un espace à combler. Et là, il va falloir appliquer les définitions. Donc nous commençons tout simplement. Nous avons pris X dans la réunion DAI. Qu'est-ce que cela signifie? Nous appliquons la définition. Cela signifie qu'il existe un élément, un indice petit i, tel que X appartient à l'ensemble AI. Et puis ici, il n'y a qu'à utiliser l'hypothèse. Il se trouve par hypothèse que AI est inclus dans B. Donc si X est dans AI et que AI est dans B, alors X est dans B. Et nous avons terminé. Donc vous voyez qu'en appliquant, sans trop se poser de questions, les méthodes que nous avons vues en cours, nous savons comment la définition va commencer, nous savons comment elle va se terminer, et dans les exemples en tout cas qui ne sont pas très compliqués, entre les deux, il suffit très souvent d'appliquer les définitions, d'appliquer les hypothèses dans un ordre qui vient assez naturellement. Et c'est pour ça que beaucoup d'exercices et de démonstrations de ce chapitre seront considérés comme relativement élémentaires et j'espère que vous en serez persuadés une fois que vous aurez vu comment appliquer ces méthodes. Pour achever cette vidéo, nous allons parler de distributivité. Vous avez probablement remarqué dans une proposition précédente que nous avons parlé d'associativité et de commutativité, mais pas encore de distributivité. Elle est plus compliquée et nous l'avons gardée pour la fin. Donc, vous connaissez déjà la notion de distributivité que vous utilisez dans R avec le produit et la somme. Nous savons que si A, B et C sont trois réels, alors A plus B fois C est égal à A fois C plus B fois C. Cela s'appelle la distributivité du produit par rapport à la somme. Par contre, la somme n'est pas distributive par rapport au produit puisque A fois B plus C n'est pas égal à A plus C fois B plus C. Alors, que pouvons-nous dire avec des réunions et des intersections? Tout d'abord, dans le théorème de 3,9, nous avons une première partie qui est ce par quoi il faut commencer, avec trois ensembles, grand A, grand B, grand C, et nous avons une distributivité. Mais ce qui est notable, c'est que chacune des deux opérations de réunion et d'intersection est distributive par rapport à l'autre, ce qui n'est pas le cas, comme nous venons de le revoir, de la somme et du produit. Donc, première ligne ici, la réunion est distributive par rapport à l'intersection. Vous voyez que nous avons A inter B union C et nous pouvons en quelque sorte développer cette opération comme nous le ferions avec un produit et une somme. Nous obtenons A union C inter P union C. Dans la deuxième ligne, nous avons la même chose, mais cette fois-ci, nous écrivons que l'intersection est distributive par rapport à la réunion. Ce qui s'écrit de la même manière, mais attention de ne pas vous mélanger les pinceaux entre les réunions et les intersections.